Donc bonjour, je suis Alexandra Nogared, je suis membre du SNU en CHSCT Midi-Pyrénées, je suis secrétaire de l'instance CHSCT pour la région. Donc l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter de quelle manière les élus SNU en CHSCT donnent la parole aux agents, la portent et la défendent devant la direction à tout moment et au quotidien. Donc dans le cadre du CHSCT, pour améliorer les conditions de travail et réduire les risques professionnels, il existe 3 axes de prévention, d'intervention. On a l'intervention tertiaire, où le trouble va être installé et on va aider la personne à se soigner. Donc par exemple, il y a une agression et ça va être un suivi post-traumatique. On va avoir l'intervention secondaire, où l'objectif est d'éviter l'apparition ou l'installation des troubles. Donc là, c'est par exemple des formations à accueil difficile ou gestion des stress, mais ces actions ne sont qu'individuelles. Et ce n'est en rien la solution définitive au problème, c'est juste un petit pansement. Ensuite, on a l'intervention primaire. Là, le trouble n'existe pas, ou peu, et on va essayer de travailler sur les tensions qui existent et tenter de les annihiler à la source pour que du coup, les troubles ne puissent pas s'installer et se développer. Donc par exemple, c'est notre bataille pour maintenir des accueils identifiés, identifiables pour les usagers, qui assurent du coup la compétence des métiers, la reconnaissance des métiers, mais surtout rendre un service de qualité à tous nos usagers et à tout moment. Donc en fait, pour résumer un petit peu, l'intervention primaire, c'est une action corrective à la source, avant que le problème ne grossisse trop. L'intervention secondaire, c'est une action corrective. Et l'intervention tertiaire, c'est une action réparatrice. Malheureusement, le constat qu'on peut dresser à Pôle emploi, c'est que notre direction a une approche strictement individuelle du mal-être, de la souffrance au travail, et du coup, elle ne veut faire que de la prévention tertiaire, que réparer, et en aucun cas pouvoir modifier réellement l'organisation du travail. Donc du coup, pour modifier l'organisation du travail, en CHSCT Midi-Pyrénées, on a été région kamikaze sur l'EID. Donc on a fait partie, après la région centre, sur l'EUS, Champagne-Ardenne et Auvergne, de la région qui a dû mettre en place donc l'entretien d'inscription diagnostique. Donc pour celles et ceux qui ne travaillent pas à Pôle emploi, qui ont vu hier la conférence gesticulée, ça a été expliqué avec une formule qui était rigolote, qui était sympa. Ça laisse beaucoup de devoirs et au final, il n'y a aucun droit. Donc en fait, c'est un entretien qui est un acte professionnel mécanique, qui remplace l'inscription qui était assurée par nos collègues de l'indemnisation, qui en une demi-heure pouvait appréhender la question de l'usager, pouvoir lui amener des réponses sur sa gestion des droits. Puis, le demandeur d'emploi, la personne à la recherche d'un emploi, avait un entretien avec un conseiller à l'emploi pendant à peu près une demi-heure, qui pouvait du coup répondre à ces questions et poser un diagnostic. Aujourd'hui, donc ça faisait 30, plus 30 environ, etc. Aujourd'hui, nous sommes sur un entretien où on passe à 50 minutes. Donc lors des phases d'information, tant nationalement que régionalement, on a mis des alertes, on a tiré des sonnettes d'alarme sur la formation insuffisante des agents. Les agents issus de l'indemnisation avaient du coup dans leur parcours 6 mois de formation, plus du tutorat, qui leur permettait de pouvoir acquérir la compétence nécessaire pour répondre aux besoins des usagers. Les agents issus de la NPE avaient un cursus pareil de formation avec des périodes de tutorat. On a mis une sonnette d'alarme parce que du coup, avec la formation EID, les agents du conseil à l'emploi étaient formés en 6 jours à l'indemnisation et les agents indemnisation étaient formés en 4 jours au métier du placement. Et bien évidemment, la durée insuffisante de l'EID est perçue comme un gain de productivité et on le voit actuellement avec le discours d'introduction en matière du nouveau directeur général qui envisage même de passer la durée de l'entretien à 40 minutes, parce que vu que c'est un acte professionnel mécanique, on a encore à grappiller du temps. Donc on dénonce toujours une dégradation du service rendu aux usagers, et du coup, forcément, une dégradation des conditions de travail qui sont liées au métier, à la recherche de productivité et à la perte de sens au travail. Donc certains nous ont critiqués en disant que nous avions une vision de l'EID très rétrograde, subjective, éloignée des préoccupations. C'est l'ADG, bien sûr, mais aussi certains de nos partenaires syndicaux
qui voyaient malgré tout en l'UID un certain aboutissement d'une fusion si magnifique. Donc pour légitimer nos alertes, pour donner du sens et du crédit, on a décidé en région de monter un questionnaire anonyme qui était composé d'une vingtaine de questions et d'aller à la rencontre de tous les agents qui pratiquent l'UID. Donc on voulait mesurer les tensions liées au changement du travail, les tensions liées aux contraintes du travail, les tensions liées aux relations de travail à l'intérieur des collectifs, aux effets sur la santé et aux valeurs et aux exigences qu'on pouvait voir se développer ou non d'ailleurs auprès des agents. Donc au contraire de la direction, on voulait aborder l'UID non pas isolément, mais sur sa boucle organisationnelle et sur l'effet boule de neige que ça génère dans l'organisation générale de nos activités au quotidien. Donc notre démarche, elle peut être contestée, contestable. C'est un questionnaire empirique qui est le fruit d'échanges, avec des camarades de Bretagne sur leur expérience à eux. On l'a mené parce que malgré tout, il était important pour nous de faire exprimer les collègues réellement sur ce qu'ils vivaient, ce qu'ils allaient vivre. Donc sur 697 agents, on a eu 450 réponses. Donc ça nous fait à peu près 64 à 65% de répondants, ce qui nous a permis du coup de pouvoir faire émerger de ces paroles individuelles des enjeux et des problématiques collectives. Donc en CHSCT, on est revenu avec des paroles transformées en expressions collectives et la nécessité collective d'être entendue. Donc des alarmes étaient avérées malheureusement sur le rythme et l'intensité du travail généré par l'UID, par la charge mentale que ça imposait et la perte de sens. Mais on a aussi eu dans notre approche justement globale l'alerte posée du coup sur l'accueil, sur la préoccupation de l'accueil central, où plus de 80% des agents se sont manifestés pour dire à quel point ils refusaient d'être seuls à l'accueil, d'être polynuls à l'accueil. Ils se sont manifestés pour qu'il y ait vraiment un accueil-relation usagé, tous les jours, pour répondre à toutes les questions de tous les usagers et ne pas renvoyer à des outils informatiques, à distance, avec Internet ou téléphoniques, mais d'être vraiment au contact des usagers tous les jours. Bon, malheureusement, l'UID est là, on le subit, mais on se bagarre toujours. Sur l'accueil, en région Midi-Pyrénées, nous voyons arriver Goa, malheureusement. Le Goa Constrictor qui va nous demander, pareil, des alarmes et des enquêtes au quotidien. Ensuite se pose la problématique de la perception, de l'analyse que fait la direction, du coup, des risques qui sont subis au quotidien par les agents. Pour ça, du coup, pareil, en instance CHSCT, on a décidé d'aller à la rencontre des agents pour qu'on puisse montrer à l'établissement la photo exacte de ce qu'on vit sur le terrain. Leur montrer que leur document unique, qui ne prend pas en compte les RPS, c'est pas nous. Que les bilans CHSCT annuellement qui sont présentés, où a priori il y a un déni partiel, hier c'était dit, bon, tout n'est pas parfait, mais ça va, c'est pas ça. C'est aussi montrer que le plan annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail qui est présenté annuellement, c'est pas ça non plus, ça répond pas à ce que nous on veut, à ce que les agents vivent au terrain. Donc du coup, on s'est dit comment faire pour que la direction puisse voir. Bon, on s'est dit que le CHSCT, on devait aller à la rencontre des agents et les faire s'exprimer. Donc on a créé une plaquette, voilà, qui est là, où on a repris un peu des informations sur le droit de retrait, sur la protection fonctionnelle, sur le fait que rien n'est à banaliser et tout est à faire remonter. On doit leur imposer notre réalité du travail pour qu'ils puissent, ils ne pourront plus du coup faire un déni partiel, ils seront obligés de dire que ça ne va pas et de changer leurs outils. Voilà, donc ça nous permet aussi de pouvoir aller en agence. Et nous avons obtenu de pouvoir intervenir en réunion de service, le CHSCT, pendant 1 heure, et de pouvoir faire s'exprimer les agents en se basant du coup sur une plaquette, certes, mais de pouvoir du coup les faire s'exprimer et qu'ils puissent nous connaître et qu'ils puissent du coup nous contacter à tout problème. C'est à nous de faire parler individuellement les agents, à nous de faire parler collectivement les collectifs de travail pour faire changer l'organisation du travail et améliorer durablement nos conditions de travail.
Voilà, et je passe la parole à Serge. Christian. À Christian. Merci. Donc, alors moi, comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, ouais. Donc, on va parler similairement à ce qu'a dit Alexandra de la démarche qu'on a essayé de conduire en Bretagne. Donc, concernant cette démarche en Bretagne, nous avons depuis 2004 construit des questionnaires sur les conditions de travail en agence. Alors, initialement, en fait, on donnait ces questionnaires. Enfin, l'idée a été la suivante. C'était de donner des questionnaires lors de visites du CHSCT à la NPE, on était encore au temps de la NPE, ou alors lorsqu'il y avait un problème dans une agence, donc, et il devait y avoir une visite, donc en prévision de la visite, on distribuait des questionnaires de façon à objectiver ce qui se passait dans l'agence, donc des agences en crise, de façon à avoir une expression des problèmes, et permettre l'identification de ce qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que lorsque ça ne va pas, en général, les gens ne s'expriment pas. Donc c'était un moyen qu'on avait trouvé, effectivement, pour essayer d'identifier les problèmes lors de visites d'agence. Alors, donc cet outil, il a été construit de façon artisanale, donc autour des préoccupations des collègues, au travail. Donc les questions qui figurent dedans, ce sont simplement la formulation, si vous voulez, des problèmes rencontrés par les collègues lors des entretiens qu'on a pu avoir avec eux. Alors, quelques exemples de questions. Bon, je ne vais pas détailler les questions, mais les thèmes au moins. Donc les relations entre collègues, les relations entre les collègues et la hiérarchie, la charge de travail, la coopération, la pression ressentie au travail, et les causes afférentes, etc., etc., mais aussi des questions sur la santé. Voilà, donc c'est ainsi que nous avons commencé, sans le savoir, en fait, à mettre en évidence des facteurs de risques psychosociaux, sans le savoir, puisqu'on ne savait pas que ça existait, du moins on ne connaissait pas le terme, en cherchant tout simplement à objectiver la situation de travail dans des agences en crise. Alors comme ça marchait bien, et que ça permettait une certaine évaluation des risques, parce que je dois rappeler quand même que tout employeur est tenu d'identifier les risques auxquels sont soumis les salariés, mais aussi de les évaluer. Et dans l'évaluation, il y a la mesure des risques, de l'importance des risques. Depuis 2002. Voilà, et donc ça c'est effectivement normalement une obligation légale depuis 2002, il ne faut pas l'oublier, ça fait 10 ans. Donc on s'est rendu compte que cette démarche-là nous permettait d'avoir, on va dire, une certaine image des risques, une certaine évaluation, une certaine mesure des risques. Donc on a décidé de continuer. Alors en 2007... on a décidé de lancer une enquête sur toute la Bretagne. Donc c'était encore au temps de la NPE, on était moins nombreux, mais on était quand même pas loin de 1000, je dirais, de mémoire. Donc on a réalisé une enquête sur toute la Bretagne avec notre questionnaire. Et il faut dire aussi, pour la petite anecdote, que cette enquête a très bien marché en termes de réponse, puisqu'à l'époque, le directeur régional adjoint s'était empressé d'envoyer un mail à tous les agents en disant « Surtout ne remplissez pas le questionnaire, parce que c'est un truc de syndicaliste, c'est pas du tout officiel, donc il ne faut pas le remplir. » Donc du coup, on a eu la chance, effectivement, d'avoir une très bonne promotion gratuite de notre truc par le DR adjoint de l'époque. Et donc, ça a été un succès, effectivement, et ça nous a permis d'effectuer une première mesure de la dégradation des conditions de travail à la NPE, parce que dès 2004, donc je disais au début, on avait commencé à engranger des éléments. Alors, quelques exemples. Entre 2004, 2007 et maintenant, puisqu'on fait toujours cette démarche aujourd'hui, on a mesuré une augmentation de la perte de sens au travail, qui est la suivante. C'est-à-dire qu'en 2004, on avait 75% des agents qui trouvaient que leur travail avait un sens. Voilà. Après, en 2007, c'était 65%, et aujourd'hui, on oscille entre 0 et 10%. Voilà. Donc, on a des données, c'est clair. Ensuite, une chose importante qu'on a pu mesurer grâce à cette démarche, c'est qu'on s'est rendu compte que les facteurs de stress, ou les facteurs ressentis comme tels par les agents, venaient à largement plus de 50%, par la pression de l'établissement et l'organisation. Donc bien avant le rapport ISAST, on avait déjà mesuré ça, et que la pression du public venait quasiment en dernier dans le ressenti du stress.
Dès 2007, pardon, on a mesuré ça. Donc c'est une pression interne, pas externe. Voilà, donc c'est bien une pression, on a bien affaire en termes de risques psychosociaux ou facteurs de risque psychosociaux à une pression interne et beaucoup moins à une pression externe. Hein, ça confirme bien ça. Ensuite, on a, je ne vais pas faire toutes les questions, hein, sinon il y en a pour 2 heures, mais voilà. Donc, encore deux exemples. Donc, on a, lors de ces enquêtes, mis en évidence que 3/4 des personnes qui déclaraient avoir des problèmes de santé au travail, donc 3/4, hein, plus de 3/4 même, 80% pour dire le chiffre, liaient ceci au travail. C'est-à-dire plus de 3/4 des agents qui ont des problèmes de santé lient leurs problèmes de santé au travail. Et plus de la moitié des collègues, ça c'était un truc qui avait étonné tout le monde, on avait décidé de poser une question, est-ce que vous pensez que vous arriverez à la retraite en bonne santé? Voilà. Et en fait, 55%, donc ça c'était en 2007, hein, donc ça a évolué depuis, hein, sûrement. Hein. Mais à l'époque, on avait une vision sur tous les agents de Bretagne, ou un échantillon très très complet. Donc plus de la moitié des collègues, 55%, déclaraient déjà à l'époque qu'ils pensaient ne pas arriver à la retraite en bonne santé. Du fait des conditions de travail, hein, je rajoute. Etc., etc. Alors, pour la petite histoire, donc toujours, on a à un moment donné été approché dans le cadre du CHSCT par la direction régionale pour faire une enquête en commun. Là, c'était lors de la mise en place, c'était un peu avant la fusion, hein, lors de la mise en place des guichets uniques à l'époque. Et donc, on avait accepté, parce qu'on n'est pas tout seul non plus dans le CHSCT, hein, de faire une enquête en commun sur la mise en place des guichets uniques. Et en fait, pour la petite histoire, on s'est fait... voilà, bon, on va graduer les termes. On s'est fait enfariner, bien rouler dans la farine. Et donc, ça nous a servi de leçon. Et ça nous a servi de confirmer qu'il fallait qu'on garde notre indépendance, clairement, sur ce genre de démarche et ce genre de mesures. Très important. En 2009, en Bretagne, toujours, on a décidé de faire une enquête sur les cadres, juste au moment de la fusion. Alors bon, vu que effectivement le SNU n'avait pas son pendant auprès de l'ex-RAC, bon, c'est essentiellement les cadres de l'ANPE qui ont répondu à l'époque. Mais au niveau de l'encadrement spécifiquement, donc, on avait les mêmes types de résultats, avec aussi une inquiétude sur l'avenir croissante, hein, puisqu'on était dans le contexte de toute façon de fusion, donc de pré-fusion, avec une perte de confiance dans l'avenir très marquée. Voilà. Alors, donc, pour terminer mon intervention, avant de passer la parole à Serge, donc, bon, tout ça, ça se continue, mais depuis, il y a eu un événement, enfin depuis 2009, depuis début 2010, plus exactement, depuis 2 ans, il y a eu un événement quand même majeur, c'est que les risques psychosociaux existent enfin à Pôle emploi. Parce qu'avant 2010, avant le rapport ISAST, commandé par la DG, les risques psychosociaux, vus du côté de l'employeur, n'existaient pas à Pôle emploi, quoi. Puisque nous, chaque fois qu'on prononçait ce terme-là, où on essayait d'aborder le sujet, on se faisait rembarrer dans les 16 mètres, quoi. Voilà. Alors... Donc, on a effectivement des données très intéressantes par le rapport ISAST qui a été publié en début 2010. Et donc, on vous présente très rapidement quelques éléments qui sont quand même très importants à connaître. Je suppose que certains d'entre vous les connaissent déjà, mais peut-être pas tout le monde. Alors, dans le cadre du rapport ISAST, si vous voulez... Pardon ? Oui. Ouais, non, c'est pas le... Il ne faut pas lire ce qui est marqué dessus, c'est la vision de l'image qui est importante. En fait, dans le cadre du rapport ISAST, il y a eu une évaluation en fait, de la situation de tension au travail, c'est-à-dire où est-ce que les salariés sont positionnés. Donc, ISAST. Donc, où sont positionnés les salariés de Pôle emploi, donc en référence à des données qui existaient au niveau national, une enquête qui s'appelle l'enquête surveillance médicale des risques, qui avait été faite en 2003. Et donc, nous, on a représenté les résultats de Pôle emploi par rapport à ces résultats de cette enquête nationale qui commencent à dater un peu. Malheureusement, on n'a pas d'autres données de référence qui ont été publiées encore aujourd'hui. Ça devrait sortir, normalement, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, voilà. Donc, effectivement, Pôle emploi, bon, vous voyez le cadran du bas, là, c'est le cadran où on est en tension au travail.
hein, le cadran du bas là, où il y a le 71%. Et en fait, Pôle emploi, on se situe, vous voyez, par rapport au schéma, on se situe là-bas. Voilà. Donc on est tout à fait détendu au travail, quoi. Hein, voilà. Ensuite, bon, quelques éléments sur les causes, enfin la nature des risques auxquels on est soumis, c'est-à-dire les causes de risques auxquels on est soumis en termes de risques psychosociaux. Quels sont les facteurs de risque? Alors, ce qui a été relevé par l'ISAS, bon, là c'est un peu résumé, il y avait beaucoup plus de données dans le rapport, mais grosso modo, si vous voulez, c'est en fait donc, que la charge de travail, donc le point du bas, hein, la ligne du bas, la charge de travail excessive, l'intensité du travail, l'intensité du changement, c'est-à-dire, hein, on vit ça tous les jeudis en réunion, hein, à partir de lundi on fait ça, il y a un nouvel outil, il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle procédure, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. Enfin, bon, l'organisation et le manque de moyens pour répondre à tous ces changements et à cette charge de travail. Donc, c'est ce qui préfigure effectivement le plus les risques psychosociaux. Ensuite, dans les choses importantes, mais un petit peu moins importantes, mesurées telles quelles, les conflits de valeurs, l'insécurité professionnelle par rapport à l'avenir, le mal-être des gens face au changement, ainsi de suite. Et ce qui a été mesuré à l'époque, donc comme les facteurs de risque les moins marqués, c'était le manque de soutien des collègues, donc les relations au travail, et le sentiment d'isolement. Donc là, par contre, Serge, je voudrais dire un petit mot par rapport à ça. Je lui passe le micro, je le reprendrai pour finir. Justement, nous, on constate, quand on va en enquête CHSCT sur le terrain, que ces deux facteurs qui étaient des facteurs protecteurs, c'est-à-dire le soutien des collectifs, le soutien des collègues, sont en train de se déliter là actuellement. Et pour nous, la cause principale de ce délitement, c'est un risque aussi qui s'appelle l'inéquité perçue. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucun critère objectivé de déroulement de carrière. Et donc, quand il n'y a plus de critères objectivés de déroulement de carrière, par exemple, l'allégeance devient plus importante ou aussi importante que les compétences. Le savoir-faire est plus important que... Le faire savoir, par contre, est plus important que le savoir-faire. Et donc, il n'y a plus aucune sincérité dans les relations entre collègues. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur à terme. Voilà. Donc pour terminer, et je repasserai le micro à Serge, qui va parler de ce qui se passe en Bretagne actuellement au CHSCT. Donc on voulait vous montrer aussi qu'en Bretagne, on a décidé aussi d'essayer de mesurer ce qu'on appelle le burn-out. Hein, le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement professionnel. Et pour ça, donc, dans le cadre des agences en crise, on a utilisé le test de Malac, le MBI. Et donc... effectivement, l'année dernière, dans les agences en crise, on a pu voir que, donc ça c'est les barres rouges, hein, peu importe les chiffres, on voit que c'est important en tout cas, que les collègues qui avaient répondu à cette évaluation du burn-out, eh ben, il y avait, on va dire, entre 65 et 81% des collègues qui étaient en risque de burn-out. Hein, voilà. Donc on continue à utiliser d'autres outils, à essayer de développer et d'utiliser d'autres outils pour caractériser les conséquences, on va dire, de l'exposition aux risques psychosociaux. Hein, voilà. M-A-L-A-S-C-H. Ouais, je crois. Ouais. Il n'y a pas de C, je crois. Il n'y a pas de C, ouais. Malac. Je vous dirai. Voilà. Alors, pour terminer, donc, on voulait, comme on a un bel échantillon d'agents Pôle emploi, alors on voulait juste poser une question aux agents Pôle emploi. Bon, il y a aussi des gens qui ne sont pas de Pôle emploi. Alors, depuis 2 ans, puisque là on a les données effectivement de l'ISAST en 2009, est-ce que votre charge de travail a baissé? Alors, ceux qui y répondent oui, lèvent le doigt s'il vous plaît. Ah ouais, c'est l'AFPA. Ouais. Voilà. Et est-ce que, je repose la question, depuis 2 ans, est-ce que votre charge de travail a baissé? Ceux qui répondent non, lèvent le doigt. Est-ce que votre charge de travail a baissé depuis 2 ans? Non. Ouais, bon. C'est pas grave. C'est quand même significatif. Vous bossez plus, quoi. Voilà. Donc, pour continuer dans la droite ligne, parce que Christian a fait un peu l'historique,
nous, c'est sur ce qui se fait actuellement en CHSCT. Donc, on est appelé de plus en plus souvent par les collègues dans les agences qui sont en crise ou qui commencent à l'être. Souvent, quand ils nous appellent, c'est souvent que la situation est déjà bien enquistée, malheureusement, parce qu'il faut souvent qu'ils souffrent pas mal pour nous appeler. Donc, on a une méthode, hein, on recueille d'une manière exhaustive les verbatims des collègues, et après, on les traite quantitativement et qualitativement, parce qu'on a le devoir d'objectif, et on fait passer un questionnaire en plus, parce qu'en tant qu'élu du CHSCT, on a le devoir, et c'est le Code du travail qui nous le demande, d'objectiver la situation. On ne peut pas être sur du subjectif. Autant les collègues peuvent nous dire ce qu'ils ressentent, autant nous, on est obligé d'objectiver tout ça à travers des choses qui reviennent. Et par exemple, quand on traite quantitativement les verbatims, on s'aperçoit que plus les choses reviennent, et plus ça veut dire à ce moment-là que c'est les principales préoccupations des collègues sont les risques psychosociaux majeurs dans cette agence-là. Et après, effectivement, on fait les liens entre tout ça et on réussit à avoir quelque chose, et on s'aperçoit qu'il y a corrélation justement entre ces analyses de verbatim et nos questionnaires. Donc on arrive à avoir quelque chose d'objectivé et on commence à être reconnu, y compris par la direction là-dessus. Donc, par exemple, la semaine dernière, on a eu quand même pas mal d'événements, parce qu'on a fait 3 dangers graves éminents, 3 procédures de danger grave éminent. Danger grave éminent, c'est une procédure extrêmement particulière. Et si on se plante là-dessus, par exemple, la direction peut nous amener au tribunal de grande instance. Donc, on a intérêt à être un peu costaud sur le sujet. Et on leur a demandé, justement, est-ce que vous contestez notre danger grave et imminent la semaine dernière? Ils nous ont dit non. Et là, on a eu un CHSCT extraordinaire, parce que ils nous ont donné des mesures donc, de prévention, enfin de réparation plutôt des risques. Nous, on fait nos préconisations aussi, et si on ne se met pas d'accord à ce moment-là, c'est l'inspectrice du travail qui prend la chose en main. L'inspectrice du travail était là, donc elle a dit qu'elle irait sans doute vers la mise en demeure de l'établissement sur ces sujets-là. Donc on a des outils beaucoup plus importants en CHSCT maintenant qu'on les avait à l'ANPE quand même, des outils juridiques particuliers, quoi. Mais il faut aussi qu'on ait les outils pour rendre visible ce qu'il n'est pas, parce que malheureusement les risques psychosociaux, c'est invisible. Donc sur 2011, nous avons eu une dizaine d'agences en difficulté. Et on en a eu assez de faire les pompiers, alors que notre boulot normalement d'élu CHSCT, c'est de faire de la prévention. Et là, on était tout le temps dans l'urgence, on n'en pouvait plus. Donc on s'est dit, il y avait un outil à notre disposition, c'était l'expertise pour risques graves. Et donc, comme on s'y attendait, notre direction nous a amenés au tribunal de grande instance. Et on avait quand même préparé la chose parce qu'on avait recueilli plein d'éléments. On avait un dossier de 70 cm pour vous dire, donc ça demandait beaucoup de boulot, surtout à notre secrétaire qui n'est pas là, justement, parce qu'elle traitait cette semaine là, les trois DGI en cours. Malheureusement, elle n'est pas là. Et parce que c'est elle qui est notre grande organisatrice là, sur la Bretagne du CHSCT. Donc il fallait qu'on ait un faisceau d'indices concordants pour que le juge dise il y a des risques avérés. Parce que justement, pour demander une expertise risque grave, il faut prouver déjà, c'est un peu bizarre, qu'il y a des risques graves donc dans l'institution. Et donc le juge nous a donné raison, donc il y a des risques graves à Pôle emploi Bretagne. Et pour faire la corrélation avec le ISAST 2010, comme il n'y avait pas d'écart type, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart entre les régions sur les risques psychosociaux, ça veut dire que les risques graves sont vrais, normalement, sur toutes les régions. Et ça, c'est inquiétant. Ah oui, pardon, je parle trop loin du micro. Donc, ouais, cette expertise, on a voulu qu'elle se déroule en 2 phases. La première, c'est sur nos 10 ou 11 agences en alerte. Et la seconde, c'est sur les agences qui n'ont rien de particulier. Justement, ce qu'on veut faire à travers ça, c'est de démontrer que les risques graves sont en germe dans toutes les agences du fait de l'organisation du travail. Parce que nous, on sait par nos enquêtes, parce qu'on est souvent sur le terrain, qu'ils existent. Et donc, bon, évidemment, il faut attendre que l'expert ait rendu son travail, mais nous, on a cette conviction. Maintenant, il faut que ce soit objectivé. Et donc, comme ça voudra dire que c'est vraiment l'organisation qui amène des risques graves à Pôle emploi. Et donc, quand l'expertise aura eu lieu, ce que nous a dit notre avocat,
c'est que ça va permettre aux collègues aussi s'ils ont un problème au travail, d'aller beaucoup plus facilement en justice, notamment sur ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Ça, c'est quelque chose d'important. Au cours de nos inspections de CHSCT aussi, on s'est aperçu que les personnes qui étaient travailleurs handicapés étaient souvent très en difficulté. C'est un peu ce que disait Marie Peset hier, c'est un peu les sentinelles de Pôle emploi, parce qu'ils sont touchés souvent plus vite que les autres par les risques psychosociaux qui sont énormes. Là, Christian n'a peut-être pas assez insisté, mais c'est catastrophique quand même. Le travail tendu, là, il est reconnu comme étant pathogène. Donc déjà dans le petit carré là du bas, c'était travail tendu. Mais là où on en est, c'est quelque chose c'est du jamais vu. Nous-mêmes, on a fait nos propres mesures et on sait sur la Bretagne, sur les agences en crise, qu'on est toujours dans cette situation, voire pire. Depuis, quand on fait le Carazec nous-mêmes, c'est pire encore. Donc c'est quelque chose qui c'était du jamais mesuré jusqu'ici. On est champion de France du travail tendu, du travail qui rend malade. Donc il faut le savoir ça. Du coup, j'ai perdu mon fil. Justement, sur les collègues qui sont travailleurs handicapés, on a eu une situation justement qui fait partie de nos dangers graves et imminents. Un collègue qui s'est attaché la semaine dernière à un poteau de Pôle emploi parce qu'il voulait être reconnu, que son accident du travail soit reconnu par la direction générale. Et on avait fait une enquête à ce sujet-là déjà depuis un moment, parce il a quand même eu son accident depuis 1 an. Et il attendait, donc il s'est retrouvé avec un mi-salaire pendant des mois. Il a été dans une merde pas possible, parce qu'il faut parler comme ça. Et on s'est aperçu que c'était toujours... dans des... Elle me met 5 minutes, je suis déjà en stress chronique. On s'est aperçu qu'il était en perte de sens au travail, perte de reconnaissance, perte de repères, en fort conflit de valeurs. Et surtout qu'il avait besoin, plus que les autres, et tous nos collègues, souvent reconnus travailleurs handicapés, ils mettent des stratégies de compensation en place, et que sa directrice d'agence, mais sans le vouloir, parce que c'est la politique de Pôle emploi, lui a enlevé toutes ces stratégies de compensation. Et donc, il n'arrivait plus à s'y retrouver. Il me disait, par exemple, qu'il est tout le temps dans la suppléance mentale, parce qu'il entend imaginez que vous ayez des boules caisses dans les oreilles, il entend comme ça à peu près une fois appareillé. Et donc, la suppléance mentale, c'est qu'il doit toujours replacer les mots qu'il n'entend pas dans leur contexte. Et donc, c'est épuisant, ce genre de choses. Et il a les mêmes rythmes de travail que les autres. Ah ouais, d'accord. Et là, je vais lire parce que c'est quelque chose de là où on en est, et du point de vue juridique, il y a des choses importantes. Donc, tout employeur a une obligation de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés au travail. Dans le Code du travail, il existe 9 principes de prévention des risques. Le premier consiste à éviter les risques, notamment quand il y a changement de process au travail. Alors, ma feuille d'après, que personne ne sorte. Le second, c'est d'évaluer les risques, de mettre des actions en place et de les réévaluer, et ceci jusqu'à ce que les risques disparaissent. Donc on voit que Pôle emploi ne fait rien de tout ça. Cette évaluation des risques se fait au niveau d'un support appelé document unique. Donc ce document unique, il est présent dans chaque agence de Pôle emploi. Et donc les risques psychosociaux ne sont pas évalués dans ce document unique en contravention à la loi. Donc Pôle emploi est délinquante de ce point de vue-là. Alors qu'on sait que dans la nature, depuis le ISAS 2010, on sait que les risques psychosociaux sont énormes à Pôle emploi, ils ne sont pas évalués dans chaque agence. Donc juridiquement, Pôle emploi est délinquante. Le problème, c'est que les risques psychosociaux sont invisibles et qu'il faut, en France, que le risque se réalise pour qu'il y ait une condamnation sérieuse. Aujourd'hui, il nous manque un outil validé scientifiquement pour servir d'outil juridique opposable. Et pour nous, on doit pouvoir agir à 2 niveaux, comme on l'a déjà fait en Bretagne. Le premier niveau, c'est le périmètre du document unique, c'est-à-dire que dans chaque agence, ce questionnaire doit nous servir à prouver qu'il y a des risques psychosociaux et qui ne sont pas combattus à la source en contravention à la loi. Cela doit nous permettre aussi de miner juridiquement le terrain et de passer des risques pour la santé des salariés aux risques juridiques pour Pôle emploi et d'agir ensuite avec les outils du CHSCT à notre disposition. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il
on fait passer un questionnaire sur une agence. S'il est reconnu scientifiquement, donc il est opposable à ce moment-là juridiquement, on prouve qu'il y a des risques psychosociaux qui ne sont pas évalués. Et donc, on fait une alerte CHSCT sur cette situation-là, et ça dans chaque agence. Et à ce moment-là, s'il arrive quelque chose à nos collègues, ben là, on va vers la faute inexcusable de l'employeur. Et ça peut coûter très cher à tout employeur. Donc, on a des moyens, si on se donne les moyens, on peut y aller. Hein. Ouais, donc, le deuxième niveau, c'est le niveau régional et national. Donc, par l'agrégation de ces questionnaires-là, ça peut nous permettre d'avoir une photographie de ce qui se passe en termes de risques psychosociaux sur Pôle emploi. Et là, c'est le deuxième outil, c'est l'outil médiatique. Donc il y a l'outil juridique et l'outil médiatique donc, qui peuvent être importants. En fait, l'objectif, c'est que le risque juridique devienne intenable pour la direction de Pôle emploi. On pense que l'organisation du travail que nous avons actuellement n'est pas durable parce qu'elle est trop pathogène et que si on réussit à rendre les risques psychosociaux visibles dans leur cadre juridique, on réussira à déquiller l'organisation du travail qu'on a actuellement, parce que ça va devenir intenable. Donc pour nous aussi, il faut un travail, et donc ça c'est la prévention des risques primaires dont parlait Alexandra tout à l'heure, parce que le premier principe, parce qu'il y en a 9, c'est d'éviter les risques. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on devrait mettre quelque chose qui permet de ne pas avoir de risques nouveaux. Alors que là, à chaque fois qu'on met quelque chose en place, il y a des nouveaux risques. Donc là, on est encore complètement pas dans le code du travail. Et donc pour nous, il faudrait un travail sur le contenu du travail que nous voulons, sur les outils d'évaluation de la qualité de ce travail, sur les logiciels utilisés pour que la machine s'adapte à l'homme, comme le prévoit le Code du travail, et pas le contraire comme actuellement. Un travail sur les processus et les procédures utilisées, sur les relations au travail, sur les déroulements de carrière. Ce travail, de notre point de vue, doit être mené avec des salariés, encadré par des chercheurs. Cela doit permettre de reprendre l'initiative, de ne plus subir les changements incessants comme on le fait, mais d'agir sur notre environnement de travail et de pouvoir négocier aussi avec la direction en sachant exactement ce qu'on veut. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut comme métier à Pôle emploi? Parce que pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et là, c'est important de clarifier les choses. Voilà, j'ai fini l'intervention. Merci.